Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus ici pour ce débat sur le nouveau contrat social entre les générations. Je suis très heureux de vous accueillir ici ce matin à cette université d'Aix-en-Provence. Je m'appelle Emmanuel Duteil, je suis le rédacteur en chef de ce qu'on appelle le service France à Europe et donc principalement je suis en charge du service économie d'Europe 1. Si on est réunis ici tous ensemble ce matin, c'est pour parler finalement de vous, de nous, de nos emplois, de notre avenir au travers de ce contrat social vers un nouveau contrat social entre les générations. Au moment où l'individualisme prône dans nos sociétés, ce nouveau contrat social à définir est finalement un vecteur indispensable du vivre ensemble. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe et puis c'est vrai au travers du monde. On verra avec l'exemple africain que là-bas on n'en est même pas à redéfinir le contrat social puisqu'il faut déjà réussir à le mettre en place. Alors justement, pour en parler ce matin, on a un plateau extrêmement complet, notamment avec Antoine Bozio qui est tout au bout de la table à droite, qui est économiste, membre associé au Cercle des économistes. On est également avec Christian Schmitt de la Brélie, qui est le président de Clésia, l'un des grands noms de la protection sociale en France. On est également avec Asnaïn Iridji, entrepreneur franco-malgache à la tête d'Action, très investi pour promouvoir les talents africains et développer le secteur privé en Afrique. On est également avec Elsa Fornero, ancienne ministre du Travail d'Italie. On est également avec Pernilla Barald, ancienne secrétaire d'État à l'égalité et aux droits des enfants de Suède. Et enfin, juste à côté de moi, on est avec Loïc Ivikel, qui est à la tête de la plateforme de crowdfunding Ulule. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, on n'est pas dans une plateforme classique de crowdfunding. Là, on est vraiment pour financer ce qu'on appelle des engagements à impact qui traditionnellement ont bien du mal à trouver le soutien des banques. Donc voilà un petit peu l'idée principale. J'aimerais dire que ça va être assez classique notre débat puisqu'on va d'abord se poser la question de c'est quoi un contrat social? Pourquoi est-il si abîmé en France, en Europe et pourquoi n'existe-t-il même pas en Afrique? Et puis on essaiera d'avancer pour se dire comment demain on peut essayer de redéfinir ce contrat social. Vous aurez l'occasion d'intervenir si vous le souhaitez à la fin. Il y aura une dizaine de minutes pendant lesquelles vous pourrez poser des questions à nos intervenants. Voilà en tout cas pour la trame. Je vous propose de commencer tout de suite. Alors je suis désolé, je vais être très impoli parce que je vais commencer par un homme, par Antoine Bozio en l'occurrence, qui est notre économiste donc associé au Cercle des économistes et qui avait préparé une sorte de contribution pour peser et poser un petit peu le débat. Ma première question, Antoine, va être finalement extrêmement simple et presque un peu basique. Quand on parle de contrat social, aujourd'hui, finalement, on parle de quoi? Donc le contrat social, finalement, c'est quoi? En tout cas, qu'est-ce que c'était quand on l'avait défini dans l'après-guerre, l'État-providence, la protection sociale, les différents noms? C'était l'idée qu'on sortait d'une période de guerre, d'une période de situation dramatique où en fait, l'avenir et la promesse d'avenir, la promesse de croissance qui allait venir pour ces nouvelles générations qui n'avaient pas subi la guerre, devait faire le lien avec les générations qui avaient, eux, subi la guerre, qui avaient perdu leurs économies, qui étaient dans des situations, en réalité, de pauvreté. Donc en France, par exemple, je ne sais pas si les gens ont tout à fait en tête, mais au début des années 60, le pauvre, c'est la personne âgée. Il y avait la moitié des plus de 65 ans qui étaient au minimum vieillesse, des taux de pauvreté pour les plus de 65 ans qui étaient le double de ce qu'était la population totale. Et donc du coup, le contrat social, c'était quoi? C'était comment organiser collectivement des transferts pour des plus jeunes, des jeunes actifs, qui eux avaient la promesse de la croissance pour les générations les plus anciennes. Et d'une certaine façon, ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné parce qu'on a organisé des transferts massifs envers ces générations anciennes et c'était ça le lien du contrat social, la promesse qu'en payant maintenant pour nos aînés, nous allons nous-mêmes, nous, avoir notre propre protection et on allait bénéficier d'une croissance et d'un avenir radieux. Et qu'est-ce qu'on arrive finalement aujourd'hui? Pourquoi ce contrat social est peut-être mis à mal? C'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui s'est pratiquement inversée. La figure du pauvre, aujourd'hui, c'est le jeune. Le taux de pauvreté des jeunes, il est le double de celui de le taux de pauvreté de la population et il est pratiquement le triple de celui des personnes les plus âgées. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où ce qui était la promesse que les futures générations auraient toujours mieux que leurs parents a un point d'interrogation. Du coup, le contrat social, ce qu'il est mis à mal, en tout cas le contrat social tel qu'il était pensé en France dans l'après-guerre,
semble remis en cause. Alors, on va continuer avec Christian Schmitt de la Brélie de Clésia. Est-ce que notre contrat social qui a uni les générations, comme vient de le dire Antoine Bozio, depuis la Seconde Guerre mondiale, n'est pas, de vos yeux, devenu complètement obsolète ? Obsolète, non. Je partage ce que disait Antoine. Les chiffres sont là entre les évolutions de nos différentes populations, qu'elles soient les plus aînées ou les plus jeunes, et cette problématique de nos jeunes générations. Mais néanmoins, on voit bien que les Français, je parle d'un pays qui m'est cher, sont très attachés à leur système de retraite par répartition. Dans un dispositif sur lequel ils consentent, les actifs qui produisent de la richesse, consentent toujours à faire un chèque, entre guillemets, qui arrive 3 mois plus tard dans la rémunération, enfin la poche des retraités. Il est vrai que le choc démographique tel que l'on connaît, cumulé à des fractures multiples sur un segment technologique, sur un segment économique, avec une entrée dans le travail qui diffère bien entre le CDD qui a difficilement accès au logement d'une part, ou le CDI sur lequel les choses partent plus facilement, remettent en cause, entre guillemets, pas le consentement à ce processus, mais bien la manière de l'accompagner dans le temps. Les réformes de la retraite, en France, elles datent... je veux dire, le premier livre blanc était celui peut-être de Michel Rocard à l'époque. Des réformes, on en a eu, je crois, une quarantaine jusqu'à aujourd'hui. On est peut-être plus dans une interrogation au-delà du comment, puisque là les systèmes sont plutôt portés au sens économique, mais de redonner du sens vis-à-vis de nos jeunes et de réexpliquer du pourquoi dans notre système, pourquoi ce système répond à une véritable logique de contrat social qui, je vous le rappelle, je ne vais pas remonter au siècle des Lumières et à Rousseau, mais était bien celle de la définition entre une relation contractuelle entre un gouvernement légitime qui concilie à la fois justice et équité, afin de concilier une aspiration au bonheur de l'ensemble de cette population vis-à-vis d'une soumission à l'intérêt général. Donc, à mon avis, non, le contrat social n'est pas cassé. Il est à réparer. Il est à réexpliquer pour lui donner, pour montrer tout le sens qu'il porte. Alors ça, c'est peut-être pour l'idée française. Elsa Fornero, ancienne ministre du Travail d'Italie. On voit malgré tout que notre contrat social est mis à mal, même s'il n'est pas totalement cassé, comme vient de nous dire Christian Schmitt de la Brélie. Vous me disiez, quand on a préparé cette intervention, c'est encore pire chez nous. Alors, on va appuyer sur le micro. Non, un petit peu en bas, là, vous avez, voilà. Ah, je m'excuse encore, mais pour sauver le temps, je préfère parler l'anglais. Okay, I think that my own country, Italy, is one of the European countries where the social contract in its intergenerational aspect has been most unbalanced. And that is evident in many things that we see practically, empirically every day. There is a very, very strong aging, which is a good thing in our country. For the first time in recent years, the Italian population has decreased. The young are, particularly the young who have education, higher education, are going to other countries, are moving to other countries to find an opportunity. They only have very precarious jobs. It's true that if you compare these generations with my own generations, they are less secure, more precarious. They have no family structure, which was somehow also a social structure in the sense of a contract to face the various risks. And they have hard prospects for the future. This is not just by chance. This is because of our social structures and our the way we interpreted our social contracts, which was very unbalanced towards older generations. There are political explanations for this. Of course, older generations are those who participate more in the elections,
who want things now and not in the future, maybe, who are used to speak of entitlements, acquired rights. So every time there is something of a reform, they say no, because this is my own rights. This is something I am entitled to. And finally, the arrangement that has been achieved is of a sort of the family substituting a good social protection design. It's very common that, for example, the grandmother uses her small pension to pay something for the grandchild because he has or she has no job. This is wrong. This has been faced in at various times through reforms. But the reforms have not been explained to the people, have not been captured, have not been, let's say, shared by the population. And so there was, well, it was difficult to have the political responsibility. And so the reforms were so gradual that in the end, they just fall on the young generation and try to protect the older generations. Until we came to the sudden crisis of 2011, where the technocrats were called in to make reforms on the verge of a financial crisis, and the reforms could not have the luxury of the past gradualism. And so it has been very, very difficult to communicate these reforms to the people, but I think through social dialogue, as I said yesterday, it can be done, since people are not egoistic in general. Italian people are not. It's just that they do not have the right idea of a social intergenerational contract. Justement, on va voir après dans la suite comment on rénove tout ça. Alors Pernilla Barral, vous êtes ancienne ministre suédoise. À chaque fois en France qu'on parle du contrat social, de c'est mieux ailleurs, on parle de vous, on parle de la Suède. Qu'est-ce que vous avez réussi qu'on n'a pas réussi? Merci d'être ici et de parler avec vous. Je veux commencer en français, mais après je vais changer pour l'anglais, que je maîtrise mieux quand même. La première chose que je veux dire qu'en Suède maintenant, c'est une question qui est extrêmement actuelle. En dehors sur la côte de Stockholm, on a une île qui s'appelle Gotland. En ce moment, on a un peu la même réunion que vous avez ici avec les hommes et femmes politiques, avec les entreprises, avec les sociétés civiles. Et je pense que ce qu'on fait bien en Suède, c'est qu'on fait une bonne communication. Pendant cette semaine, on a bien expliqué le défi de la démographie en Suède. On a clairement du gouvernement expliqué le coût extra du fait qu'après 2026, on a 50% de plus de personnes de 80 ans. Cette population va agrandir. Et ça va coûter. Mais ce n'est pas seulement un coût. On a profité de cette occasion de parler de toute une réforme de welfare state. Et ce n'est pas seulement de l'argent. C'est une organisation de travail et c'est de valoriser les gens qui travaillent dans l'État-providence. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de valoriser ce type de travail pour améliorer les conditions de travail, c'est surtout les femmes qui travaillent dans ce secteur, pour les personnes âgées, pour les hôpitaux, pour les enfants. Et en même temps, quand on fait ça, on fait peut-être l'action la plus importante pour l'égalité des chances en femmes, pour valoriser le travail fait par toutes ces femmes, qui puissent maintenir un taux d'emploi très élevé en Suède. So I would like to say it is a tool. The social contract and the welfare state, it is a tool, but it is also a vision. And it's based on a common agreement that if you are doing better, I will also do better. But the secret behind it, I think it is for sure to have, like you said, Madam, a dialogue with people and to have a very good communication so that we can all feel part of the solution.
Loïc Ivikel, vous avez fondé Ulule, donc cette plateforme de crowdfunding pour les engagements à impact. Quand on a préparé ce débat, vous m'avez dit, je fais partie de la génération qui a merdé. Je reprends vos termes, pardonnez-moi pour l'expression, mais ça veut dire quoi cette génération qui a merdé? Je pense qu'on pourrait demander à Greta Thunberg, cette jeune Suédoise de 16 ans, qui nous explique un peu comment est-ce qu'effectivement on a un peu esquinté la planète, et je m'implique à l'intérieur. Et ce serait marrant parce qu'on en parlait juste avant, je regarde la population qui est en face de moi, et je vois pas beaucoup de jeunes, hélas. Et c'est, ouais, je vous vois, ouais, vous êtes là, il y en a quelques-uns qui étaient là, il y en avait quelques-uns qui étaient là. Voilà. Merci. Rassurez-vous, personne n'est très très vieux non plus. Non, je dis effectivement la génération qui a merdé, c'est clair que je pense qu'on avait conscience et beaucoup savaient qu'on était en train de pousser certaines limites. Mais bon, voilà, ça c'est fait, et maintenant il faut regarder devant pour voir comment est-ce qu'on avance. Je pense que l'enjeu qu'il y a, c'est une question de, et c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est la relation de confiance. Je pense qu'aujourd'hui, on a cassé un peu cette relation de confiance qu'on a avec les générations, et on a, parce que pendant très longtemps, on a été dans un débat en marketing, on parle top-down et bottom-up. En gros, on a eu cette relation un peu de nous on a compris, et puis vous en fait vous n'avez pas tout compris, mais quand vous avez un jeune qui vient et qui vous dit moi je voudrais lancer, j'ai une super idée, et qu'on le regarde en disant écoute ouais c'est pas mal, mais tu vas prendre des risques, finis d'abord de faire correctement tes études, puis après tu verras. Je pense qu'à un moment il faut que on change cette relation, et c'est ça le nouveau contrat social. Je pense que le nouveau contrat social, c'est certes de la communication comme vous le dites, c'est certes tous les enjeux dont on parle, mais je pense que c'est d'abord de considérer la génération d'en face, la jeune génération, dans une relation un peu d'adulte à adulte. C'est d'être capable effectivement d'entendre ce qu'ils ont à dire, parce qu'effectivement, et c'est là où je dis effectivement on est une génération qui a merdé, je pense qu'on n'est pas très bien placé pour leur donner des leçons, eu égard à ce qu'on a fait, et je pense que c'est intéressant de les écouter. Donc c'est d'écouter effectivement cette jeune Greta. Je rappelle juste que les 4 plus grosses entreprises américaines aujourd'hui qui forment le GAFA ont été créées par 4 jeunes de moins de 30 ans. Donc à un moment, il faut forcément qu'on change un peu cette posture pour effectivement être dans une relation qui va faire qu'on va construire ensemble le monde de demain. Effectivement, on a tous une manière d'être jeune. C'est pas forcément la date qu'on a sur notre passeport qui forcément indique notre âge. Mais je pense qu'effectivement, un des gros enjeux qu'on a dans ce contrat social, et là je parle en tant qu'entrepreneur de start-up, c'est véritablement cette capacité à changer cette posture, de faire confiance aux jeunes, et puis de grandir ensemble sans forcément qu'il y ait une relation de conflit ou quoi que ce soit par rapport à ça. Hassanein Niriji, je rappelle que vous êtes un entrepreneur franco-malgache extrêmement investi en Afrique. Quand vous entendez tout ça, de nous dire tiens, notre contrat social ne marche pas, chez vous, il faudrait déjà le mettre en place? Merci Emmanuel. Bonjour tout le monde. Alors quand j'entends les uns et les autres, j'entends protection sociale, retraite, emploi. On est tous d'accord, contrat social, en somme c'est des droits, des devoirs, une sorte de solidarité étatique. Mais nous aujourd'hui, je viens de Madagascar, je travaille dans différents pays africains, et quand j'entends protection sociale, je me pose la question, mais nous aujourd'hui on en est à parler de santé. Espérance de vie moyenne au Malawi, c'est 42 ans. Japon, 87 ans. Aujourd'hui, vous me parlez de retraite complémentaire, mais aujourd'hui, nous, on en est à parler d'emploi. Et pour parler d'emploi, nous avons des défis incroyables. Parler d'emploi, nous devons créer les infrastructures, nous devons créer, à côté de ça, les entreprises qui vont créer cette valeur, mais surtout, on doit aujourd'hui éduquer ces jeunes. Je vais parler aujourd'hui, dans mon pays, à Madagascar, 6 millions de jeunes rentrent au primaire, 3 millions au secondaire, 300 000, je dis bien 300 000, terminent l'université. Vous allez me dire, waouh, ultra élitiste chez vous, c'est incroyable, vous êtes bon. Non, c'est qu'on n'a pas les universités, on n'a pas aujourd'hui les infrastructures pour accueillir. On oublie quand même un point, parce que contrat social, vous êtes déjà très en amont. Moi, j'oublie pas aujourd'hui de parler aussi, ne serait-ce que de sécurité. Je ne vais pas vous parler des problèmes du Mali, du Burkina, vous les connaissez tous.
Donc effectivement, nous, on est encore, on va dire, très en amont. Nous sommes des jeunes démocraties, des jeunes économies en devenir. Mais Loïc, tu parlais de confiance, et on a confiance. Parce qu'aujourd'hui, on a des populations extrêmement jeunes. 60% de nos populations, aujourd'hui, ont moins de 25 ans. Et cette énergie de ces populations, aujourd'hui, nous ont montré qu'on arrive à créer, on arrive à leapfrogger, on arrive à changer le paradigme. On ne va pas forcément prendre le même chemin que vous, on va créer notre propre chemin. On va en reparler tout à l'heure. On va justement en parler et on va continuer sur ces jeunes. Je vais reprendre avec vous Antoine Bozio, parce que c'est très intéressant l'idée de confiance qui venait d'être développée. Est-ce que c'est une fausse idée de croire que les jeunes générations d'aujourd'hui sont les premières à croire qu'elles vivront moins bien que leurs aînés, ici notamment en France et plus largement en Europe? Je pense que c'est le point fondamental finalement de ce qu'on doit repenser sur notre contrat social. C'est cet élément de confiance de chaque génération que d'une certaine façon, contrairement à une idée où on se dit « Ah ben moi j'aurai plus rien parce que les générations précédentes ont eu tout, ont pris tout et moi j'aurai pas de retraite » et ce risque-là, c'est ça l'enjeu. Et je crois que l'exemple suédois, puis ce qui s'est passé aussi en Italie, ce qu'Elsa Fornero ont pu faire, c'est comment on essaye à la fois d'expliquer mais de convaincre qu'on peut réformer nos systèmes de protection sociale, non pas pour les transformer au sens transformer et les mettre à bas, mais au contraire, pour redonner la clarté de la confiance qui est lorsque je cotise pour la protection sociale, j'assure à la fois le lien intergénérationnel, mais aussi ma propre protection sociale. Et une fois qu'on a garanti cette confiance dans des droits qui en fait qu'on finance, ça veut dire qu'on peut penser à comment ensuite on va investir dans les plus jeunes générations, dans l'avenir, non seulement les plus jeunes générations, on parle des jeunes, mais il faut aussi penser plus largement dans un objectif de les jeunes qui ne sont pas encore nés. L'environnement et les enjeux climatiques qui sont aussi des questions intergénérationnelles imposent qu'on pense aujourd'hui finalement à quel sera le bien-être des futures générations, même si elles ne sont pas encore nées. Pernilla Barral, vous vouliez enchaîner là-dessus. Yes, I think that there is no country that can afford to waste the next generation. And I think when something is important, you invest in it. And like the Swedish Minister of Education talked about this morning, the education system is maybe the most certain investment you can do in the life of a human to make sure that this person will succeed. But you also need a certain level of social protection. And we can't take that away from young people, because if we want them to dare, not everybody has parents who can support them or teachers who can support them. So we have to have a safety net which will provide this confidence and courage to deliver. And then thirdly, I think also that young people of today, they will certainly define well-being in different ways than we do. And this has also been a topic of the conference. Christian Schmitt de la Brélie, justement, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, ce qui est pourtant paradoxal, c'est que ces jeunes ont peur de l'avenir, mais ils ne sont jamais arrivés dans un monde aussi riche, notamment en Europe, et ils ne sont jamais arrivés dans un monde où pourtant l'éducation est extrêmement ouverte et peut-être n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Comment on explique finalement cette absence de confiance et que tout tourne autour de la protection sociale? Quand on est jeune, on rêve quand même pas à sa retraite dès le début, non? Alors quand on est jeune, on ne s'occupe pas de sa retraite qui est véritablement plus sur le long terme, on s'occupe de sujets plus clairs, des sujets d'emploi, des sujets de logement, ça c'est le premier élément. On a aussi peut-être un élément sur lequel on est des fois un peu enfant gâté. Quand on regarde notre système de santé français, il est envié dans son efficience par l'ensemble des pays de l'OCDE, avec une espérance de vie de nos aînés qui est quand même, je crois, 3 années de plus que nos compagnons américains à 65 ans. Donc des sujets extrêmement positifs dans ce sens. À l'inverse, on a une perception de ces jeunes, peut-être par défaut d'explication, sur lequel ils ont le sentiment qu'ils seront moins bien traités que la génération précédente. Donc comme le disait tout à l'heure Pernilla Barral, la nécessité d'écouter
d'expliquer, de remettre les bases et derrière cet effet de dépassement, enfin en matière de pyramide de Maslow, on a dépassé le stade du bol de riz plus pour la réalisation de soi qui crée quand même un certain nombre d'engouements de nos jeunes vers de nouvelles actions et redonner du sens. Quand on parlait tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez fait, vous, vieille génération, pour la planète, d'avoir des éléments qui sont quand même porteurs par plus d'explications. C'est vrai qu'on a perdu le lien direct de nos sociétés traditionnelles où les choses se passaient en famille et on a confié à un tiers collectif qui était l'État ce système de gérer. Il nous faut redonner de l'explication de texte en la matière. Alors, de l'explication de texte, je vais juste donner la parole d'abord à Elsa Fornero là-dessus, parce qu'il faut quoi? Il faut finalement un contrat social par génération, une sorte de contrat social évolutif, parce que finalement repartir de zéro et tout recréer, ça sert peut-être pas à grand-chose, il faudrait juste accompagner au fil de la vie. As an economist, I think we have a nice framework. I like to have a framework to arrange my own ideas, and that is the life cycle. And we had a social protection scheme which was based on the idea that people work when adult, then they retire, so they need to save, and the state provide better than the market an instrument to arrange for these savings during the working life to finance consumption in retirement. All this is gone. Life today is different. Education is much longer, and I would like to have, and there are risks that are completely different from the past. So we have to consider those risks and ask how we can arrange them in an equitable and sustainable way. So education is first. It's right, in Europe we have the right to education, but I think education is not for all, and I see, for example, in my own country and maybe even in my own city, that money is spent more on the schools in the city center than on the schools in the peripheries. And you have everywhere in the schools of the city center, you have the digital board, while in the peripheries you don't. And this is a discrimination, and this has to be corrected. Then you have work. Work is completely changed and will change even more in the future. So you have new risk, which is not easy just to arrange with, let's say, an indemnity for unemployment. No, that transfers the task to active policies and lifelong learning, which is a new way. Then you have family. Divorce is a great risk for women. Still, yes, it is. So we need to arrange this kind of new risk for families. And then there is retirement. Okay, just to say very briefly, our social protection schemes are heavily distorted today for retirement. It's the idea, it's always, oh, we need to allow people to retire as soon as they can and enjoy nice retirement. But first, there is a whole life to somehow be considered according to the new risks. And this is a challenge. Un challenge, une nouvelle façon de penser. Hassan Nirigi. Alors, moi, je voudrais juste rebondir sur un point dit tout à l'heure. Madame Fornero nous parle d'un cadre qui est défini et dans lequel, aujourd'hui, on a trouvé notre chemin, finalement. On parle du nouveau contrat social entre les générations, mais est-ce qu'aujourd'hui, sommes-nous sûrs, comme on a des jeunes avec nous aujourd'hui, on pourrait d'ailleurs en parler tout à l'heure, mais est-ce que les jeunes recherchent ce cadre social, ce contrat social? Qu'est-ce qu'ils attendent? Aujourd'hui, est-ce que les jeunes, ils veulent forcément avoir cette aspiration à la richesse, cette aspiration à la création de valeur, ou finalement les jeunes d'aujourd'hui, ils ont d'autres références, ils ont d'autres attentes? On parle de la génération Y, de la génération Z. Est-ce qu'ils savent même, eux, aujourd'hui, 25% des métiers d'aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans. 40% des métiers dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de web design, etc. Dans 10 ans, on parlera de gens qui vont modifier les génomes, qui vont travailler sur ce genre de problématiques. Donc, je crois aussi qu'en parlant de nouveaux contrats sociaux entre les générations, on a des disruptions technologiques tellement rapides que de toute façon,
on ne sait même pas aujourd'hui si les jeunes, leurs attentes aujourd'hui sont remplies ou non. Loïc Ivekel, vous finalement, c'est ce que vous vivez au quotidien au travers d'une plateforme comme la vôtre. On parlait tout à l'heure de Greta Thunberg, mais à votre humble niveau, c'est aussi ce que vous essayez de faire changer les mentalités et que chacun devienne, comment on pourrait dire, prendre lui-même la direction de son destin. Oui, moi je vous rejoins un peu, c'est-à-dire que en fait on parle de peur, on parle de choses de ce style-là, moi ça me fait flipper ces trucs-là en fait. Il y a une relation, moi je pense que la génération elle va faire juste différemment quoi. Et quand on parle de confiance, faire différemment c'est de donner le droit de se tromper en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, tant qu'on ne fait pas ça, effectivement on va être dans une relation, une fois de plus dans cette relation, souvent on parle de relation parent-enfant ou d'une relation qui n'a pas de sens. Je donne l'exemple là, c'est aujourd'hui autour de cette table, le plus jeune, je ne sais pas qui c'est, mais on c'est moi. Voilà, très bien. Donc, je veux dire, où est la génération qui doit être à côté de nous je ne suis pas certain, moi, qu'elle a peur. On a, nous, aujourd'hui, je prenais cet exemple tout à l'heure, donc sur notre plateforme, on a 2000 projets tous les mois qui arrivent, de jeunes, en grande partie, plus de 50%. Qui viennent proposer des idées et qui appellent à une communauté à les aider à se financer par rapport à ça. On a typiquement il y a quelques jours 3 jeunes filles 19, 21, 24 ans qui ont dit le shampoing c'est le produit le plus pourri pour l'environnement, voilà, parce qu'à l'intérieur on met des produits qui sont pas bons, parce que l'emballage il est pourri, parce que etc. Donc elles sont allées voir des banques en disant on a une idée, etc. La banque elle leur a expliqué non, vous n'avez pas l'âge, vous n'avez pas encore d'expérience, vous n'avez pas. Voilà. Donc elles sont venues chez nous en fait et elles ont inventé, elles ont pas inventé grand chose d'ailleurs, elles ont juste fait un shampoing dur, et puis l'emballage, vous le prenez, vous le plantez dans votre jardin et ça fait pousser des fleurs. Voilà, l'idée est toute bête, et effectivement en plus ça marche. Et donc dans notre mécanique à nous, elles disent moi si j'arrive à en prévendre 100, après je vais pouvoir du coup l'industrialiser et lancer mon projet, quoi, c'est cool. Donc là en 2 semaines elles en ont vendu 7000, et c'est pour ça que je dis à un moment, c'est pas tant avoir peur, c'est juste prendre des chemins qui vont être différents en autorisant à se tromper. Et la base de la confiance, c'est plantez-vous, quoi. On s'est tous plantés, je pense que tous ceux qui sont autour de cette table se sont trompés, je me suis planté, j'ai déposé des boîtes, j'en ai revendu d'autres, mais je veux dire, c'est véritablement, et je reviens sur cette relation de confiance, puisque c'est ça l'enjeu de cette relation de génération, c'est arrêtons de dire qu'ils ont peur, quoi. Je pense pas qu'ils ont forcément peur, je pense qu'ils ont effectivement, quand on regarde effectivement l'avenir, on peut se dire ouais la planète etc. Moi je crois en cette génération, enfin même en nous d'ailleurs, pour trouver des solutions et parce qu'on va s'autoriser à prendre d'autres chemins. Pernilla Barral, est-ce que ça passe pas aussi ce que vous explicitiez tout à l'heure un peu, mais qui est passionnant de ce que vous semblez bien réussir à faire en Suède, c'est bien expliquer, bien accompagner et finalement essayer d'être dans des propositions les plus concrètes possibles pour parler au plus grand nombre. Enfin, je pense qu'on a au moins 2 défis. On a le défi de chaque jeune personne de trouver un travail. On ne sait pas lequel parce qu'on ne sait pas l'avenir. Mais il y a aussi le défi que les jeunes, en Suède, on avait un rapport au mois de mai qui disait qu'1 sur 2 jeunes ne se sentaient pas partie de la société démocratique. Et je pense que ça aussi, il faut travailler sur les 2 défis. Parce qu'il y a des problèmes qu'on peut résoudre soi-même, mais il y a des défis aujourd'hui, on sait qu'on doit travailler ensemble. Et je pense que les hommes et les femmes qui sont des hommes et des femmes politiques qui décident, c'est à nous de trouver de nouvelles formes de dialogue et de travailler ensemble. Parce que si on le fait nous seuls, on ne va sûrement pas trouver la future des jobs ou le futur des emplois. So I think we have to be much better and spend much more time in meetings like this, and to give ourselves time. In Sweden, we have a saying that you have to hurry slowly to get somewhere. And I think in French you have something similar, that important things have to take time. And I think if in Sweden we tend to not like conflict. We tend to perhaps avoid conflict. And it takes time for us before we come to the decision. But when we have taken the decision, we can move actually quickly on the implementation.
And I think all young people deserve to be part of this dialogue, but more important, without them, we're going to go in the wrong direction. Antoine Bozio, est-ce que la réponse, elle doit être absolument politique, au sens, par exemple, on entend beaucoup parler de revenu universel. Est-ce que c'est des choses qui, aujourd'hui, de rassurer les gens sur le fait que l'évolution du travail va être extrêmement importante, mais qu'il y aura une sorte de revenu universel, c'est quelque chose qui peut générer les bases d'un nouveau contrat social intergénérationnel? Peut-être avant de répondre sur cette question du revenu universel ou des réponses de politique publique, il y a un autre point qu'on n'a pas évoqué dans la question du contrat social, c'est les forces économiques, et en particulier, je pense à ce qui s'est passé avec l'augmentation des prix immobiliers dans la plupart des pays européens, qui a déplacé une grande partie du patrimoine et de la richesse vers les générations les plus anciennes, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et ce qu'on constate, ça veut dire que l'accès à des logements, l'accès à tout est devenu de plus en plus difficile pour les plus jeunes générations, et une grande partie de ce patrimoine et cette richesse se concentre dans la population la plus âgée de la plupart de nos pays européens. Donc ça pose une question fondamentale pour comment on fait pour donner des chances et comment utiliser une partie de ce patrimoine à des fins productive, d'innovation. Ça veut dire qu'il faut le taxer un peu plus pour le redistribuer. Et en tout cas, il y a une question fondamentale qui se pose là sur la façon dont on organise et on finance nos systèmes de protection sociale pour savoir quelle est la bonne façon d'utiliser au mieux ce patrimoine. Il y a une question importante, par exemple la question de la dépendance. Comment on va financer ces besoins nouveaux sur les personnes les plus âgées? Comment on mobilise une partie de ce patrimoine qui n'est pas forcément toujours utilisé de la façon la plus efficace? Alors il y a une grande partie de transferts qui ont lieu familiaux d'aide de la part des parents, des grands-parents vers leurs enfants ou petits-enfants. Mais la question de politique publique, de comment on arrive finalement à mobiliser au mieux les ressources là où elles sont, afin de favoriser l'investissement. Et donc la question du revenu universel, pour moi, c'est plutôt une question de est-ce que c'est le bon mode d'action pour favoriser ces investissements dans le futur? Je n'en suis pas forcément certain, mais en tout cas, ça pose la question de comment on fait pour arriver à utiliser une partie du patrimoine à des fins d'investissement dans l'avenir productif, sur tout un tas de sujets dont on a besoin en termes fondamentaux en termes d'investissement dans le futur. Christian Schmitt de la Brélie, ça c'est vraiment votre fonds de commerce entre guillemets chez Clésia, un spécialiste de la protection sociale. Comment on utilise au mieux les ressources pour finalement financer l'avenir de chacun? Deux éléments. En effet, il y a toujours cette interrogation vis-à-vis de ce transfert des ressources par rapport à un contrat social dont l'équilibre n'est plus celui de 1947. Et on voit aussi d'autres éléments dans une démarche de prise en main de chaque génération vis-à-vis de son propre avenir. Je vois par exemple depuis quelques années, à la fois dans nos politiques publiques et dans la vocation de chaque individu, par exemple, de mettre en avant de plus en plus de prévention par rapport à sa propre santé, en disant déjà, si je ne sais pas ce qui va se passer plus tard ou dans quelques décennies, il faut que je prenne ma propre démarche, je dirais, en main. On le voit à travers un certain nombre d'initiations qu'on vit dans l'entreprise, là aussi, sur lequel on se disait l'intérêt général, ce n'est pas forcément ce qui se passe au-dessus de moi, mais une prise en compte de chacun sur lequel, dans le rôle de l'entreprise, qui est vraiment une société, nos sociétés montrent bien une logique sociale au sein de l'entreprise, une véritable logique dans cette démarche de participer à l'intérêt général. C'est la demande. Nous avons lancé une enquête sur l'Observatoire de l'entreprise et de l'intérêt général. Il y a 5 ans, peut-être 20% de nos concitoyens pensaient que l'intérêt général était lieu plutôt des pouvoirs publics, d'autrui. Et là, se disent aujourd'hui, on prend notre avenir en main. Le rôle de l'entreprise en tant que société est de s'occuper d'intérêt général. Et là, aujourd'hui, plus de 60% des actifs et des acteurs se disent, je prends mon destin en main. Donc, une évolution, là aussi, dans un contrat social qui intègre de nouvelles formes de protection avec des nouveaux besoins. Je pense à toute cette logique de prévention en entreprise, par exemple. Elsa Fornero, est-ce que ça n'interroge pas les politiques que vous êtes? Est-ce que finalement, aujourd'hui, vous êtes encore les bons interlocuteurs pour y réfléchir? C'est un peu volontairement... Oui.
You said that you wanted something like a TV program, Débat. So I would, before answering your question, I would pose a question myself, because I like very much the description of the young generation that you particularly made. But I was thinking that, well, in my own country, the young people also voted massively for populist movements. And that is because somehow, in a way or another, they are asking for protection, maybe the kind of old, solid protection based on public debt. Who cares for the debt? Which their parents and grandparents used to have. And this is also very different from the picture that you gave, which is based on awareness, education, participation. Unfortunately, we have, in a way, diminished the importance of education as a way to participate actively in society, to help building a society. So this is something that has political consequences, and very, very heavy political consequences. And so I agree very much with you. Dialogue, education, learning, discussion, divulgation. This is essential today because we have lost our basis for building social compacts. Sometimes I say, a bit paradoxically, that in France you had the Gilets jaunes, the protest of the Gilets jaunes. Well, in Italy we send them in government. It's true, because those were people that simply protested. And now they are in government and they understand how difficult it is to govern a country, how difficult it is to take responsibility. Because when you take responsibility, it's not just for today, answer the people's need today, but thinking of the future. Thinking of the defeat you mentioned, because we all know what artificial intelligence and digitalization, we all know that they will have profound consequences on the labor market. And we know that we have brilliant young people that can deal any kind of defeat. Okay, but those are the minorities. We have the young that cannot deal with their everyday problem. For this, we need a social contract. For these people, we need to reconstruct. And there you have education, you have taxation. We have been denominated the government of the austerity, but we have been the only government in our country to establish a tax on housing wealth. People resent it very much. It was difficult to explain that when you have a very, very large debt, which is a threat on your everyday life, then maybe taxing personal wealth is not so shameful. But was not the time, and was very difficult to convince, and was very difficult to explain. That is... Asana Ineridji, tout à l'heure, dans votre premier propos, vous nous brossiez toutes les raisons pour lesquelles on n'en est même pas encore à penser au contrat social en Afrique. Est-ce que malgré tout, vous pensez qu'aujourd'hui, le temps est venu, même si tous les pays sont totalement différents et ce serait bien idiot de réfléchir à l'échelle entière de l'Afrique, mais que le temps est venu pour préparer demain d'avoir ces aspirations, malgré tout, de contrat social? Alors bien sûr, le moment est venu. Maintenant, la question, c'est de définir quel va être notre contrat social en Afrique. Mais je rebondis un petit peu, Emmanuel, sur ce que disaient Christian et Madame Fornero. C'est finalement, ok, Christian, tu disais, aujourd'hui, les entreprises doivent prendre le relais. Aujourd'hui, les entreprises doivent réinventer aussi un nouveau modèle. 60% des Français disent aujourd'hui, on n'a plus trop confiance au fait que l'État sera capable pour les enjeux de demain.
65% des Français disent, je parle de la France là, disent aujourd'hui c'est le rôle des entreprises avec tout ce nouvel écosystème d'agir et de prendre ses responsabilités. Nous aujourd'hui, il y a une lame de fond en Afrique qui s'appelle le partenariat public-privé. Le partenariat public-privé, qu'est-ce que c'est? Nous sommes des jeunes économies, nous avons des défis qui sont colossaux. D'accord? Aujourd'hui, l'éducation, la santé, j'en ai parlé. Et aujourd'hui, l'État a proposé aux entreprises, aux entrepreneurs en Afrique subsaharienne, de les accompagner, de travailler main dans la main dans des projets extrêmement structurants, dans les domaines de l'énergie, dans les domaines des télécommunications, dans les domaines des services financiers. Je vais vous prendre aujourd'hui 2 exemples. Aujourd'hui, à Madagascar, 70% de la population n'a pas accès à l'électricité. Il y a plus de 20 millions de Malgaches au 21e siècle, en 2019, qui se couchent sans électricité le soir. Est-ce que ça peut durer? Aujourd'hui, vous parliez de populisme, vous parliez de crainte. Le populisme, pourquoi? Parce que chômage, parce qu'immigration. De l'autre côté, vous avez des gens à qui vous montrez sur des smartphones, tiens, regarde, c'est génial Facebook, tiens, c'est génial ceci, cela, et puis le soir, ben, vous n'avez pas d'électricité. Alors aujourd'hui, dans le partenariat public-privé, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est grâce à l'innovation technologique. Chez nous, dans notre groupe, nous développons un projet de microgrid. On arrive aujourd'hui au fin fond de la brousse, au milieu de nulle part, dans des petits villages. On installe des panneaux solaires et des batteries. On fait des petits réseaux électriques, 150, 200 foyers connectés, avec des compteurs prépayés, du mobile banking. Et aujourd'hui, vous pouvez acheter votre électricité en composant un petit code. Et automatiquement, vous achetez un petit morceau d'électricité. 4 heures, 8 heures, 12 heures. Et ça marche? Ça marche extrêmement bien. Je vous parlais de Leapfrog. Le Leapfrog, aujourd'hui, nous allons faire le chemin en bottom-up. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir nous-mêmes, les entreprises privées, créer avec l'État ces nouvelles solutions. Bien sûr, l'État est toujours garant, vous parlez de cadre, l'État est garant des prix, l'État est garant de la planification pour connaître les priorités. Je vais vous prendre un second exemple. Aujourd'hui, 28 millions de personnes à Madagascar, 1 million de comptes bancaires pour 12 banques. 1 million de comptes bancaires sur 28 millions de population. Nous lançons un service de mobile banking, d'accord? Aujourd'hui, en 1 an, nous avons créé 2 millions de nouveaux comptes bancaires. Aujourd'hui, un paysan qui a les pieds dans sa rizière, qui plante son riz, qui n'aurait jamais eu l'idée, mais même pas d'aller rentrer dans une agence bancaire, si tant est qu'il y en ait une dans le coin, aujourd'hui, avec son petit téléphone 2G, peut emprunter 100, 150 €, d'accord, pour subvenir à ses besoins de base, acheter ses médicaments, acheter le minimum de nourriture et autres, aujourd'hui pour ses gamins. Et donc, ce partenariat public-privé, ce changement de paradigme où le privé accompagne l'État est une lame de fond, mais elle est aussi doublée, d'une chose qui est extrêmement importante, c'est que aujourd'hui, nous le voyons aujourd'hui en Afrique, dans le cadre de cet afro-optimisme, nous autres entrepreneurs, on n'est plus du tout seulement dans le make money ou dans le make money but do not harm too much. On est dans le make money avec du sens. On est dans le make money and do good. Ok, gagne toujours de l'argent, gagne-en un peu moins, mais veille à être impactant, d'accord, à créer aujourd'hui, pas seulement du sens, à créer aujourd'hui un effet de réplicabilité. Parce que ton marché de demain, tu vas le créer comme ça, aujourd'hui. Donc, accepte aujourd'hui, c'est l'investissement impact, et accepte aujourd'hui que l'équation a totalement changé. De toute façon, aujourd'hui, au fur et à mesure, tout se rapproche. Loïc Wikel, ça doit totalement vous parler. Je rappelle que vous avez fondé Ulule, cette plateforme de crowdfunding, justement à engagement, à impact, mais sur les deux sens, c'est-à-dire de ce que vous faites au quotidien, mais également vous, j'imagine, chef d'entreprise, parce que de ce qu'on entend, c'est vous l'avenir. Alors, je ne sais pas si c'est nous l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est très marrant, parce que je vous racontais cette histoire de ces 3 jeunes filles là, qui ont lancé leur projet chez nous. Il faut savoir que depuis maintenant 3 ans, on a beaucoup d'entreprises qui viennent et qui tapent à notre porte et qui disent comment est-ce qu'on pourrait faire pour travailler avec vous. Donc un de nos plus gros partenaires aujourd'hui, c'est la BNP, et je les remercie d'être là. On a aujourd'hui plus de 40 grandes boîtes du CAC 40 qui travaillent avec nous, et justement en disant, en fait, ils lancent chez nous des appels à projets. En disant, voilà, nous on réfléchit en ce moment sur ce sujet-là. Donc là, on a Unilever qui est venu et qui dit,
voilà, on réfléchit un peu sur les enjeux par rapport notamment au shampoing, par rapport à différents produits. Et en fait, ils se rendent compte que l'initiative, elle vient d'en bas, en fait. Et que en fait, s'ils l'écoutent, une fois de plus, on change cette posture, finalement, ça fonctionne. Et ça fait émerger énormément Fleury-Michon, qui est une grosse entreprise dans le domaine de l'agroalimentaire, qui a pendant très longtemps été chez Maillet. Elle a travaillé pendant 2-3 ans avec nous. Elle a fait émerger des idées que même pas ces ingénieurs pouvaient imaginer. Donc à un moment, il y a des enjeux de société qui sont énormes et on est obligé de changer la manière dont on va fonctionner. C'est même plus un choix. Donc on est une des solutions comme il y en a plein d'autres. J'aime beaucoup entendre des patrons d'entreprise qui disent on va juste en fait continuer à gagner notre vie, mais on va juste la gagner. Il faut quand même gagner notre vie, quitte à la gagner un peu moins bien. Voilà, mais on va trouver un modèle, oui, mais on va trouver des modèles, une fois de plus. Donnons la chance de se tromper. Sûrement, avant que ces panneaux solaires soient mis en place, etc., il y a sûrement eu d'autres tests qui n'ont pas marché. Mais voilà, mais il y a des gens qui ont essayé, et nous, il y a 30% de nos projets qui ne se financent pas. C'est pas grave, on rembourse les contributeurs, on ne gagne pas notre vie dessus. C'est pour ça qu'on ne gagne pas d'argent sur ceux qui ne se financent pas. On rembourse les gens. Mais parce que justement, les gens, avec leur shampoing dur, là, si elles n'étaient pas arrivées à se financer, c'était pas grave. On aurait remboursé ceux qui avaient essayé de contribuer. Et puis j'espère qu'elles auraient relancé un projet plus tard et appris de ça. Donc je pense que pour répondre à la question de l'entreprise aujourd'hui, oui, l'entreprise a compris qu'il va falloir qu'elle soit beaucoup plus à l'écoute alors je ne sais pas si on peut parler du consommateur, mais même de manière beaucoup plus large, de communautés qui effectivement font différemment. Et pour qu'elles fassent évoluer leur modèle, il va falloir qu'elles le fassent avec elles de toute façon. Et bien on va le faire également avec vous maintenant, puisque c'est la séance de questions-réponses. On sait traditionnellement que la première est toujours la plus compliquée. Ah ben non, c'est assez simple aujourd'hui. Allez-y monsieur, je ne sais pas s'il y a des micros, s'il y a quelque chose qui vous permet de bien vous entendre, mais sinon vous criez un peu fort et ça marchera. Alors attendez, un micro arrive, voilà. Hop. Donc ça fait 3 quarts d'heure que vous devisez sur le nouveau contrat social. À aucun moment, alors je ne sais pas si je suis jeune ou vieux encore, je suis un truc in between. À aucun moment, aucun d'entre vous n'a nommé le mot solidarité. On a quand même basé énormément de choses là-dessus dans nos modèles, que ce soit européens, l'Afrique aussi, dans la famille en tout cas. Et solidarité entre pays. Voilà. Est-ce que vraiment le modèle est tellement mort que chacun doit juste faire son propre chemin? Qui veut répondre sur l'absence de solidarité? Moi, j'ai eu l'impression quand même qu'on en a parlé, puisque dans le lien intergénérationnel, dans la solidarité, mais j'ai parlé de la taxe sur les patrimoines. C'est une solidarité parce qu'on taxe les riches pour les services sociaux, on taxe les riches pour payer des services publics, et c'est solidarité. Est-ce qu'il y a encore l'acceptabilité de cette solidarité? Oui, c'est plus ça votre question. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à partager pour que ça continue de fonctionner tous ensemble? Je pense que le mot solidarité a été un peu abusé et quelquefois a été utilisé pour défendre des positions, des privilèges. C'était particulièrement, l'exemple, c'est la solidarité entre générations. Quelquefois, c'était pour défendre les privilèges des vieilles générations et ne pas demander qui va payer pour cela. Et alors, c'est une question d'éducation. Les transferts doivent être transparents et c'est là qu'on sent la solidarité vraie qui est possible et c'est un devoir social et permis de séparer, effacer les privilèges. Christian Schmitt de la Brélie, vous vouliez répondre là-dessus, puis on prendra ensuite une autre question. À la fois solidarité, on a parlé de la proximité de l'entreprise qui montre justement ce qui se passe. Dans l'entreprise, je reprendrai pour la mienne, 2 exemples. L'apprentissage. Au début, il y avait un certain nombre de défiances de chefs de service dans la logique d'apprentissage vis-à-vis de nos jeunes. Aujourd'hui, ils sont clairement demandeurs de nouveaux jeunes en apprentissage, en alternance au sein de nos entreprises. Je pense à un autre élément, puisque nous dépassons chez nous un taux d'emploi de personnes en situation de handicap. Cette année, nous dépassons le taux de 7% de personnes en situation de handicap au travail. On voit que les chefs de service qui ont accueilli une personne en situation de handicap dans leur service se disent « j'en veux d'autres ».
je crée plus de liens sociaux au sein de mon activité qui crée plus d'efficience, plus de bien-être et de fait plus de compétitivité vis-à-vis de ces sujets-là. Donc la solidarité, on la voit au quotidien, entre guillemets, dans nos métiers. On en a peut-être parlé dans le cadre de notre lien social aussi. Une autre question, là-bas. Alors tout au fond, monsieur. Hop, voilà, vous avez déjà le micro. Est-ce qu'on peut dire que, comme disait l'économiste, toute chose égale par ailleurs, quand il y a un équilibre démographique entre les générations, c'est-à-dire pas trop de jeunes ou pas trop de vieux, les contrats sociaux est quand même plus simple entre les générations. Et vous avez évoqué le fait que les pouvoirs publics sont un peu paralysés, quelles qu'en soient les raisons, partout. Est-ce que le secteur privé peut aider ce rééquilibrage à accélérer la transition démographique là où il y a trop de jeunes et surtout à relancer la démographie là où il n'y a pas assez de jeunes? Antoine Bozio, peut-être vous pouvez apporter un élément de réponse là-dessus. Disons que moi, le premier point de réponse pour moi, c'est de dire que quand on dit qu'il y a un déséquilibrage où il y a trop de vieux et pas assez de jeunes, c'est que en fait, ce qu'on appelle le vieillissement de la population, c'est pas qu'on va avoir trop de vieux, c'est que on va tous rajeunir au même âge. Et donc, d'une certaine façon, la question fondamentale, c'est pas de se dire, c'est qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui que c'était le cas il y a 30 ans. Et donc, je pense qu'il faut arriver à penser autrement la relation de il y a trop de vieux par rapport à il y a trop de jeunes. Non, c'est la définition des âges relatifs qui change et c'est ça qu'on doit essayer de transformer. Comment repenser ce qui est aujourd'hui dans nos systèmes, être vieux ou être jeune. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas aussi qui est trompeur dans une approche purement démographique de compter les années comme étant purement le reflet de l'âge. En réalité, le vieillissement, fondamentalement, c'est qu'on est tous plus jeunes au même âge. Et ça, c'est pas exactement la même chose en termes de comment on doit l'approcher en termes de déséquilibre démographique. Bernie Yabaral, vous vouliez aussi apporter un élément de réponse. I think just quickly, if we look at the Swedish social model or the Swedish welfare state, I think one of the reasons behind that we have been in a more or less stable situation is more the fact that we have managed to integrate almost everybody in the labor market than anything else. You work with what you have, and I think something which we haven't talked about also today is all the newly arrived citizens of Europe or Sweden. It is thanks to these people that Sweden will manage to populate the welfare sector to take care of the elderly. So there are not only the facts that you have many older persons and a few younger, there are other ways to solve the equation. And one basic thing is to get everybody into the labor market. Question suivante, je vois qu'à nouveau là une main sèche. Je suis désolé, il y a des gros spots donc je ne vous vois pas tous très bien, mais oui. Allez-y monsieur. On a parlé de solidarité entre générations, mais on revient à quelque chose que tout le monde n'aura pas forcément à cœur dans la salle, c'est-à-dire le lien. Le lien, comme dans le solidarisme de Léon Bourgeois, c'est-à-dire la quête de mon propre bien en tant que génération, m'oblige à vouloir celui des autres générations. On est tous ensemble dans le même bateau. Et donc, si on veut exiger une juste créance, c'est-à-dire une retraite, il faut non seulement avoir cotisé pour la retraite, mais avoir donné l'éducation qu'il faut aux générations suivantes. Alors, je vais essayer de vous donner l'idée, pour savoir comment vous pouvez réagir à ceci. Solidarité entre générations, ça veut dire solidité. C'est la même chose, c'est solidité en français. Et solidité de la chaîne transgénérationnelle. Donc, pour ça, le contrat entre générations, qui était le sujet, il faut voir les cas limites des exercices de pensée. Imaginez qu'une météorite tombe sur la Terre dans 60 ans. Je ne suis pas concerné. Après moi, le déluge. Que va-t-il se passer? Mes enfants vont peut-être pas être d'accord. Les jeunes vont dire, on va arrêter les retraites, on va plus faire d'enfants, parce qu'on a une porte de sortie. Si on peut construire un appareil qui vaut très, très cher, mais qui pourrait sans doute détourner la météorite. Mais pour ça, il faut qu'en particulier, le patrimoine des seniors contribue à la réalisation de cet appareil. Comment pensez-vous? C'est ça la solidarité entre générations, c'est la solidité de la chaîne. On est tous ensemble et on est prêt à des sacrifices pour que la chaîne continue, puisque c'est le souverain bien qui permet toutes les réciprocités indirectes, ascendantes. Je cotise pour les vieux et du coup les jeunes cotiseront pour moi. J'éduque les jeunes qui du coup éduqueront les jeunes suivants. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette vision des choses, d'un exercice de pensée dans lequel
Donc il y a une météorite qui arrive dans 60 ans ou dans 100 ans, et on peut construire un appareil, mais qui coûtera très cher. Et il faut quand même que le patrimoine des seniors contribue. Je vous rappelle que les seniors français 60 ans et plus, pour reprendre Antoine, possèdent 60% du patrimoine financier et 60% du patrimoine non financier. On n'est pas exactement d'une société de cycle de vie. Qui veut répondre? C'est pas simple, hein, c'est quasi philosophique, attention. Hein. Loïc Ivikel? Moi j'avais quelque chose qui n'est pas du tout philosophique, qui est juste que, en fait, quand on a cette situation-là, on est tous d'accord avec vous, sauf que le premier qui lâche, quand ça nous concerne personnellement, ça devient, je pense, beaucoup plus complexe en fait. On est tous d'accord sur le fait qu'effectivement, il faut impérativement partager l'immobilier. Donc monsieur, ce que je vous propose, c'est qu'on vous achète votre maison 2 fois moins cher. Là, vous allez faire, si on peut commencer par mon voisin, ça serait mieux. Et donc, je pense que c'est l'enjeu, il est effectivement de cette prise de conscience, c'est d'acter. Nous, on le voit sur notre plateforme. Moi, je suis admiratif des gens qui mettre des projets chez moi. Je suis très très loin d'être exemplaire par rapport à tous ces gens qui déposent ces projets. Je n'ai pas acheté le fameux shampoing, enfin je ne suis pas très concerné, vous allez me dire. Mais j'essaye quand même tous les mois d'acheter des projets, de participer à des projets de gens qui effectivement font bouger les lignes, parce qu'il faut effectivement être capable de s'appliquer à soi-même des choses qui paraissent tellement simples, mais qui effectivement, dès que ça touche notre quotidien, ça devient beaucoup plus complexe. C'est ma réflexion non philosophique. Antoine Bozio. Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit André Masson dans sa question, si on remplace la météorite par le changement climatique, qui est une réalité, c'est exactement cette question-là. Comment fait-on aujourd'hui pour investir, transformer fondamentalement la façon dont nous vivons et produisons, pour faire en sorte que nos futures générations, nos enfants, nos petits-enfants, en fait, puissent, et ça, la question fondamentale, c'est comment on va repenser nos politiques publiques pour réallouer en faveur de ces investissements qui sont nécessaires à faire. Et là, il y a toute la question de politique publique, de la fiscalité aux dépenses publiques, à nos priorités. Et comment redonner dans la priorité, parce que je ne crois pas, moi, l'égoïsme en fait des générations anciennes. Les générations anciennes ne veulent pas simplement voir la Terre disparaître et leurs enfants, petits-enfants vivent dans des... Donc la question, c'est comment on fait collectivement pour organiser cet investissement dans l'avenir des plus jeunes enfants, dans l'environnement, et c'est ça qui est l'enjeu des années, des décennies qui sont devant nous. Alors, il reste 2 minutes, ça veut dire une question concise et une réponse surtout concise. Qui est-ce qui a envie de poser la dernière question? Hop, monsieur. Bonjour. Bonjour. Cette conférence me fait penser à une conférence à laquelle j'ai assisté ailleurs de Sir Michael Marmot, qui pour moi a écrit un livre bien plus important aujourd'hui que le contrat social de M. Rousseau. Je voulais simplement savoir, dans chacune de vos vies, lesquels d'entre vous connaissent les travaux de Michael Marmot sur la misère et l'influence et les conséquences de la misère chez les jeunes enfants et sur leur vie. Je sais que par exemple en Italie, il existe des cités marmottes, je crois qu'en Suède, il en existe. En France, le livre n'a pas encore été traduit. La science, aujourd'hui, a porté des réponses à ces questions sur l'avenir de nos enfants. Et j'aimerais savoir simplement, chacun de vous, qui connaît ce travail et qui s'en sert dans sa vie de tous les jours. No, I have to say I admit my ignorance. Antoine? Non, par contre, je connais beaucoup de travaux qui ont montré les impacts de la pauvreté chez les enfants sur leur développement et sur l'importance de l'investissement dans les jeunes enfants qui est crucial. Et il y a énormément de travaux scientifiques qui ont été réalisés là-dessus. Et l'exemple souvent donné dans les pays nordiques de politiques publiques qui, justement, concentrent l'investissement dès les jeunes enfants parce que cet investissement est extrêmement rentable pour l'ensemble de la société. Personne du coup ne connaissait, mais on va tous aller maintenant le découvrir grâce à vous. En tout cas, un grand merci d'avoir assisté à cette conférence. Je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est ce que tous nos...
C'est ce que tous nos invités ont mis en avant, hein, ce que je pense que tous les mots qu'on peut retenir, confiance, lien entre l'entreprise, des cas concrets, les partenariats publics-privés. Je remercie donc beaucoup Pernilla Barral, l'ancienne secrétaire d'État à l'égalité et aux droits des enfants en Suède. Merci à Elsa Fornero, ancienne ministre du Travail d'Italie. Grand merci à Christian Schmidt de la Brelli, PDG de Clésia, à Hassana Niredji, entrepreneur franco-malgache, Loïc Ivikel à la tête du LUL et donc Antoine Bozio, qui était notre économiste, membre associé du Cercle des économistes. Pour ceux que ça intéresse, le prochain débat à 11h50 est sur comment redonner confiance à l'Europe et ce sera modéré par Ruth Elkriev de BFM Télé. Bonne journée à tous.